bien, chers amis, nous sommes le lundi, je ne sais pas quoi, 8 décembre? Non, 7, non, pas du tout. Le 3 décembre, 9h26. On continue le chapitre 4, deuxième partie. Alors je suis à peu près comme vous, c'est-à-dire je suis occupé à me demander ce que j'ai dit dans la première partie du chapitre 4. On va essayer de remettre un peu de l'ordre là-dedans. Et comme je l'ai déjà dit, la philosophie de la liberté, en tout cas, nous amène à activer constamment notre pensée, à devenir acteur de cette pensée. Si on ne le fait pas, on perd le fil, on ne sait plus où on en est, ce qui est un petit peu le cas pour nous tous ce matin. Alors, on a parlé de deux points de vue. J'ai donné l'exemple d'une allée d'arbres dans laquelle on se déplace et au miracle, les arbres deviennent de plus en plus petits quand on avance et quand on se retourne. Non, ils deviennent de plus en plus grands quand on avance et quand on se retourne, ils deviennent de plus en plus petits. On peut parler à ce moment-là d'une détermination dans l'espace. L'être humain perçoit le monde selon sa position dans l'espace. Donc, si mon voisin est à 5 mètres de moi quand je me déplace dans l'allée, il aura un autre point de vue que le mien. Nous avons des points de vue différents sur le paysage. Une autre détermination est la détermination physiologique et psychique, etc., etc. Des qualités, une détermination qualitative. C'est-à-dire que nous percevons les choses selon notre personnalité. Donc on aurait tendance, face à ça, à penser que notre rapport au monde est uniquement subjectif. Or, on sait déjà, parce qu'on l'a étudié dans les chapitres précédents, que notre moi est un don de la pensée et que la pensée a un caractère non seulement subjectif, mais principalement universel. Il y a une fameuse phrase qui dit que nous voyons tous la même chose, mais que nous pensons différemment. À bien y réfléchir, en fait, il faudrait inverser les termes de la phrase et dire nous percevons tous des choses différentes, mais nous pensons universellement. La pensée nous relie. C'est elle qui nous permet de partager des idées avec d'autres hommes, de s'accorder sur une chose ou une autre. C'est son caractère universel. Si ce n'était pas le cas, nous ne pourrions même pas en parler, nous ne pourrions même pas dire je suis d'accord avec toi ou je ne suis pas d'accord avec toi. Ça, c'est la première chose. Si je me souviens bien, on a parlé de Berkeley, qui lui est un théologien. Et Berkeley, donc, dit ceci, les choses dans le monde n'existent que tant que je les perçois. Donc, si je suis en face d'un arbre, cet arbre existe parce que je suis face à lui et que je le perçois. Dès que je me détourne de l'arbre, l'arbre cesse d'exister. Les perceptions sont créées, au fond, au fur et à mesure, et qui crée ces perceptions à l'intérieur de l'esprit humain? C'est Dieu. En tant que théologien, c'est sa réponse. Un monde fantomatique. Ma voiture disparaît dès que je me détourne d'elle, et quand je retourne vers elle, elle réapparaît comme par miracle, sous l'effet de la création divine continue des perceptions à l'intérieur de moi. Tant que l'on se borne à considérer en général le fait que nos perceptions dépendent de l'organisation subjective, il n'y a rien à opposer à la théorie de Berkeley. La chose se présenterait tout autrement si nous étions en mesure de déterminer quel est dans l'apparition d'une perception le rôle de notre activité perceptrice. Nous serons alors ce qui, pendant que nous percevons, se passe dans la perception, et nous pourrions aussi déterminer ce qui devait être en elle auparavant. Je regarde le monde autour de moi, il m'apparaît sous forme d'images continuellement changeantes, comme lorsque je marche dans une allée et que je vois la perspective des arbres,
Je corrige ma perception que j'ai et je me dis que les arbres qui sont plus petits tout au fond, en fait, ont la même dimension que ceux qui sont à côté de moi et que ce n'est qu'un effet d'optique, un effet de perspective. Les images vont et viennent, mais un élément reste durable et reste stable au cours de toutes ces opérations. Et cet élément, c'est mon moi. Et en fait, ce qui est à remarquer ici, c'est que je peux avoir conscience des objets et en même temps conscience de mon moi. Mon moi, en fait, m'accompagne partout. Où que j'aille, mon moi est présent. Lorsque j'observe un objet, et puis que je ferme mes yeux ou que je me détourne de ces objets, cet objet a transformé quelque chose à l'intérieur de mon moi. Et il reste de cet objet comme une sorte de contrepartie, de contre-image à l'intérieur de moi, qui a une certaine durée dans le temps, avec laquelle je peux vivre pendant plus ou moins longtemps, parfois même des années. Tout dépend de la puissance du rapport que j'ai instauré entre moi et l'objet. Et ce qui reste à l'intérieur de moi, c'est une image de cet objet. C'est une image mentale. Donc la représentation, c'est la contre-image, c'est l'impression qui est laissée par les images du monde extérieur à l'intérieur de moi. C'est mon image mentale, c'est ma représentation. Et ceci donc constitue mon monde intérieur face au monde extérieur. Mon corps fait partie du monde extérieur. Donc monde intérieur qui s'enrichit au fur et à mesure que la vie passe. Je peux même avoir une perception de ma biographie à un certain moment. Ma biographie peut être un percept, comme l'arbre est un percept, comme un rêve peut le devenir. Mon moi s'est enrichi d'un nouvel élément et cet élément, je vais l'appeler représentation. C'est seulement parce que je perçois mon moi et parce que je remarque que son contenu change à chaque perception que je me vois obligé d'établir un rapport entre l'observation de chaque objet et le changement intérieur qui en résulte et de parler de mes représentations. Je perçois la représentation en moi comme je perçois la couleur, le son, etc. dans les objets extérieurs. Je puis dès lors parler d'un monde extérieur et d'un monde intérieur qui est fait du contenu de mon auto-perception. Donc, la représentation naît dans notre monde intérieur comme une modification de notre moi lorsque nous observons des objets, des perceptions. Mais l'homme n'est pas passif dans la représentation. Ce n'est pas simplement, tout simplement, une trace que le monde laisse comme une image sur ma rétine. Non. La représentation est bien plus que ça. Il est évident que quelqu'un qui connaît très bien Léonard de Vinci et qui va observer un tableau dans un musée aura une toute autre représentation de ce tableau que quelqu'un qui ne sait même pas que Léonard de Vinci existe. Donc la représentation, ce n'est pas seulement l'ensemble des couleurs et des formes, c'est aussi tout ce que je peux associer autour de cette représentation et qui la concerne et qui l'enrichit. Donc une représentation qu'on a de quelque chose peut évoluer au fil du temps. Je vais essayer de vous expliquer très brièvement la différence qu'il y a entre le réalisme naïf d'un côté et l'idéalisme critique de l'autre côté. N'ayez pas peur des termes, vous verrez, vous vous habituerez très facilement. Je veux faire cette parenthèse maintenant parce que tout le reste du chapitre va tourner
autour de ces deux conceptions du monde. La première, c'est le réalisme naïf. C'est la vision du monde de l'homme du quotidien. Steiner parle aussi non seulement de l'homme naïf, mais de l'homme, je ne sais plus, de l'homme du quotidien, de l'homme non averti. Voilà. Alors, je vous ferai un petit schéma, mais le réalisme naïf dit ceci, c'est très simple. Le monde extérieur est réel, c'est un réalisme. Il ne se pose pas trop de questions, le monde extérieur est réel et il nous transmet des informations qui, par le biais de nos organes des sens, s'inscrivent en nous un peu comme sur une plaque photographique. Voilà. Grosso modo, c'est un peu la conception qu'on a quand on va à l'école et qu'on nous explique le fonctionnement de l'œil comme un appareil photographique. L'être humain est une sorte d'énorme appareil photographique qui reçoit en lui les impressions du monde extérieur et les transforme en images, etc., etc. Ça, c'est le réalisme naïf. D'un autre côté, il y a l'idéalisme critique. Le représentant le plus célèbre et dont le nom va, vous allez le lire 2000 fois dans la suite du livre maintenant, c'est Emmanuel Kant, qui est un très grand philosophe, très brillant, très intéressant à lire, et qui donc développe une toute autre vision des choses. Disons que la phrase type de l'idéaliste critique, c'est « le monde est ma représentation ». On vient de voir ce que c'est qu'une représentation. Elle est bien sûr inscrite dans le sujet. Et comme nous faisons des représentations de tout ce qui se passe autour de nous, à l'intérieur de nous, etc., il nous est impossible de voir ce qui se cache en fait derrière ces représentations. L'idéalisme critique nous enferme à l'intérieur de nos représentations. Et derrière ces représentations, il y a un autre monde, c'est donc un dualisme, deux mondes. Et dans cet autre monde, il y a les choses en soi, c'est-à-dire la réalité. Mais la réalité qui nous est inaccessible parce que nous sommes enfermés, nous, dans nos représentations. Padada. En gros, c'est la conception de la science et qui donc, comme on ne sait rien dire des choses en soi, il faut essayer par la bande de faire des théories, des suppositions, etc., pour essayer de glaner des aperçus de ces choses en soi. La chose en soi peut être Dieu éventuellement, ou tout ce que vous voulez. Mais nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes confinés au monde de nos représentations. Donc, deux thèses vont s'opposer à partir de maintenant. Le reste du chapitre sera d'analyser ces deux thèses. Donc, d'un côté, l'idéalisme critique, le monde est ma représentation, et de l'autre côté, eh bien, la vision du réaliste naïf. Que dit l'homme du commun, le réaliste naïf? L'homme du commun croit que les objets, tels qu'il les perçoit, existent réellement en dehors de sa conscience. Mais la physique, la physiologie et la psychologie paraissent enseigner que nos perceptions dépendent de notre organisation. Ça, on vient de le voir, et que par suite, nous ne pouvons rien savoir des choses que ce que cette organisation nous transmet. Conclusion. Nos perceptions sont donc des modifications de notre organisme et non point des choses en soi. C'est ce qu'on vient de voir au fond. La couleur, le son sont des phénomènes qui excitent mes nerfs périphériques. J'éprouve des sensations de chaleur,
Et lorsque c'est mon nerf optique qui est stimulé, j'ai des sensations lumineuses et colorées. La lumière, la couleur, la chaleur sont seulement les modes de réaction de mes nerfs sensitifs aux excitations du dehors. Et même le toucher ne pourrait me livrer les objets du monde extérieur, mais seulement les modifications de mon propre état. Là, on est en train de battre en brèche le réaliste naïf, qui lui, naïvement, pense que les informations transitent et on les reçoit, et c'est la réalité, et les objets extérieurs sont réels. Dans l'esprit de la physique moderne, on peut se dire que les corps sont composés de particules très très petites, et entre ces particules, il y a du vide. Lorsque ma main s'approche d'un corps, les molécules de ma main ne sauraient en aucun cas toucher directement celles du corps parce qu'elles sont entourées de vide. Ce que je ressens comme étant la résistance du corps, c'est simplement l'effet d'une force répulsive que ces molécules exercent sur ma main. Je suis en dehors du corps et je ne perçois que ces effets sur mon organisme. Voilà. La physiologie enseigne qu'il ne peut y avoir non plus aucune connaissance directe des phénomènes que les objets provoquent dans nos organes des sens. En fait, à partir de ce moment, je pourrais faire que lire le texte de Steiner, tellement il est bien écrit, tellement il est précis et tellement il n'est pas facile ce chapitre 4. Mais je suis bien obligé de faire les vidéos, d'en redirer quelque chose et de vous parler pour vous aider à progresser dans le texte. Donc, les effets que produisent les choses sur nous, sur nos sens, subissent une quantité de transformations sur leur parcours. En fait, quand on observe un arbre, qu'est-ce qui se passe? L'arbre éclate en autant de perceptions, si vous voulez, qu'on a d'organes des sens. À la base de tout ça, si on pouvait le percevoir, on a l'objet immédiat de l'observation, qui est un arbre, mais qui n'est pas un arbre, mais qui est quand même un arbre. Ce quelque chose qui. Et puis sur le parcours, on va trouver des vibrations de l'air par exemple. En fait, le phénomène extérieur subit toute une série de transformations avant de parvenir à notre conscience. Le phénomène qui a lieu dans le cerveau est séparé du phénomène extérieur par une telle série de faits intermédiaires qu'il n'y a plus de ressemblance possible entre le premier et le dernier terme de la série. En fait, quand je regarde du rouge, il y a tellement de choses qui se passent entre moi et l'objet que, au bout du compte, c'est impossible qu'il y ait une ressemblance entre ce que moi je perçois et ce qu'était l'objet à l'origine. D'autant plus que le cerveau ne transmet à la conscience ni les phénomènes extérieurs, ni ce qui se passe dans les organes des sens. Il transmet seulement ce qui se passe dans le cerveau lui-même. Et encore, l'âme ne pourrait les saisir directement. Ce que nous avons finalement dans notre conscience, ce n'est même pas un phénomène cérébral, c'est une sensation. Ma sensation de rouge n'a aucune ressemblance avec le phénomène qui se produit dans mon cerveau quand je vois du rouge. Ce qui veut dire par là, c'est que quand je regarde un objet rouge, il y a d'abord des vibrations dans l'espace qui correspondent, on peut l'étudier à la couleur rouge. Donc en fait le rouge se manifeste sous forme d'une onde ou de paquets d'énergie, c'est comme on veut, atteint l'œil, l'organe des sens, et là subit des transformations chimiques, physico-chimiques, va commencer à parcourir le nerf,
Et là, je n'ai toujours pas de rouge, je n'ai que des transformations, des phénomènes électriques, électromagnétiques et encore physico-chimiques, que sais-je, dans les neurones, etc., etc. Et finalement, ce qui atteint ma conscience, ce qui atteint ce qu'on appelle l'âme, et plus exactement l'âme de sensation, ce n'est même pas ce qui se passe dans mon œil, ce n'est même pas ce qui se passe dans les nerfs, c'est le produit final de ce qui se passe dans le cerveau. Et à ce moment-là, je n'ai toujours qu'une sensation. Et qui plus est, des sensations isolées, qui me parviennent de tous les sens, puisqu'on a vu que l'objet éclate en autant de sens. L'arbre devient couleur, devient son, devient mouvement, etc. Donc, à la fin du processus cérébral, j'ai toutes ces données et l'organe qui permet de les rassembler d'une manière cohérente, c'est ce qu'on appelle l'âme. Et là apparaît le rouge. Pour moi, c'est le premier thème de la série. C'est la première chose que je vois, c'est le rouge. Je ne vois pas tout le processus qu'il y a derrière. Ce que nous avons finalement dans notre conscience, ce n'est même pas le phénomène cérébral, c'est une sensation. Le cerveau ne me fournit que des sensations isolées. Et là arrive la notion d'âme. Le cerveau lui-même ne va pas reconstituer en un ensemble cohérent tous ces événements isolés. Et cependant, ces diverses sensations se trouvent réunies sur un seul objet. C'est l'âme qui doit opérer cette réunion. C'est l'âme de sensation. C'est-à-dire qu'avec les sensations isolées que lui transmet le cerveau, l'âme construit les corps extérieurs. Ce terme final du processus, représentation de la couleur rouge, est précisément ce qui dans ma conscience apparaît en premier. Il ne reste plus rien de ce qui, en dehors de moi, a été la cause initiale de tout ce processus. L'objet extérieur s'est entièrement évanoui dans son trajet des sens au cerveau et du cerveau à l'âme. Je vais recommencer le raisonnement encore une fois. Disons que je regarde un panneau rouge qui est devant moi à 2-3 mètres. J'oublie le reste du monde. Il n'y a que le panneau rouge. Pour le réaliste naïf, c'est simple. Les rayons lumineux qui proviennent du panneau rouge, le panneau qui est rouge pour lui, traversent mon œil, s'impriment sur ma rétine, il y a des petits bâtonnets, etc., passent dans le cerveau, et comme c'est mon cerveau qui pense et c'est mon cerveau qui est conscient, etc., j'ai devant moi l'image du panneau rouge. Ça, c'est le réaliste naïf. Maintenant, l'idéaliste critique va raisonner tout autrement et va montrer à notre ami le réaliste qu'il a tort. Et pour cela, il fait le raisonnement suivant. Je le recommence une deuxième fois parce que c'est très important pour la suite. En plus, l'opération que je vais vous expliquer est extrêmement séduisante, elle est merveilleuse. J'ai devant moi le panneau rouge. Qu'est-ce qui se passe? C'est que dans l'air, il va y avoir des vibrations. Ces vibrations correspondent à la couleur rouge, comme d'autres vibrations vont correspondre à la couleur verte. Mais je n'ai plus de rouge dans ces vibrations. Je n'ai plus que des mouvements de l'air, ou alors, si on est dans le vide, des paquets de photons, des petits paquets d'énergie, qui ont une certaine énergie correspondant, enfin,
c'est schématique, à la couleur rouge, mais je n'ai plus de couleur rouge. Et tous ces petits paquets, ces ondes arrivent et excitent le fond de ma rétine où se trouvent des bâtonnets plus ou moins sensibles à telle ou telle vibration, etc., etc. Bâtonnets, icônes, enfin, l'organisation de l'œil. Mais je n'ai toujours pas de couleur rouge. Et ce qui se passe, c'est que le phénomène qui était à l'origine est occupé à disparaître tout doucement à travers toute une série invraisemblable de transformations. Et quand je suis au fond de la rétine et que ça excite mes nerfs, mon nerf optique, mes nerfs optiques, tout se transforme maintenant en impulsions électriques qui arrivent dans le cerveau, se transmettent aux neurones. Je ne connais pas très bien le fonctionnement, ou presque, ou même pas du tout des neurones, mais enfin, il y a des transformations électromagnétiques, chimiques, biochimiques, etc. Mais ma couleur rouge, elle a complètement disparu sur le parcours. Et que me livre à ce moment-là mon cerveau? Où est-ce que ça aboutit finalement? Il faut bien qu'il y ait quelque part une instance qui réunisse tous ces éléments incohérents, disons, en une unité, et c'est l'âme, c'est ce qu'on appelle l'âme, qui est une instance de l'être humain qui permet de reconstituer une unité homogène. Et là, j'ai la sensation du rouge, mais je n'ai pas encore le rouge. Parce qu'il faut, à ce moment-là, que l'âme fasse le trajet inverse pour aller vers le panneau rouge. À ce moment-là, elle reconstitue l'objet avec ses différentes qualités et j'ai la perception couleur rouge, CQFD. Donc, sur le trajet, le rouge a disparu et en même temps a disparu la validité du réaliste naïf. C'est une démonstration magnifique. Refaites-la, on peut la faire avec le son, on peut la faire avec d'autres organes des sens. La vue, c'est le plus simple, c'est ce qu'on connaît le mieux. C'est une magnifique démonstration. Seulement, il y a un hic, et le hic, c'est la suite de la vidéo. Il serait difficile de trouver un monument de la pensée humaine qui ait été construit avec autant de pénétration que celui-ci, et qui cependant s'écroule plus facilement à l'examen. Eh oui, Kant, c'était bien essayé, mais il y a juste un tout petit problème. Et on va reprendre encore une fois et déceler ce problème. On est d'abord parti de ce qui apparaît dans notre conscience immédiate. C'est simple. La chose perçue. Le panneau rouge. Et puis on a montré que tout ce qui se trouve en cette chose serait absent pour nous si on n'avait pas de sens. Sans œil, pas de couleur rouge. Par conséquent, on a dit que la couleur n'existe pas encore en ce qui agit sur notre œil. La couleur est enfantée par l'action réciproque de l'œil sur l'objet et de l'objet sur l'œil. L'objet est donc dépourvu de toute couleur. Mais elle n'existe pas non plus dans l'œil, ni dans les processus chimiques, électriques, etc., 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 etc. Elle apparaît juste dans l'âme et elle y est provoquée par le processus cérébral.
Et là, elle ne devient pas encore consciente, mais elle est transportée par l'âme sur un corps situé à l'extérieur. C'est sur celui-ci que l'on croit l'apercevoir. On a décrit un circuit complet, on a conscience d'un corps coloré. Ça, c'est la première partie de la démonstration. Je sais que c'est un peu long, mais le chapitre 4, c'est crucial. Maintenant, l'opération logique commence. Si j'avais pas d'œil, le corps serait pour moi une chose sans couleur. Je n'ai donc pas le droit de dire que la couleur appartient au corps. Mais où se trouve-t-elle? Je la cherche dans le cerveau, etc., etc. En vain. Pour trouver le corps coloré, il faut revenir à mon point de départ, c'est ce que j'ai dit, je referme le circuit. Et je crois alors reconnaître comme un produit de mon âme ce que l'homme naïf du commun croit qu'il existe au dehors, le panneau rouge. Tout va bien tant qu'on en reste là. Mais là, il faut encore une fois recommencer l'opération. C'est vraiment le moment où on a envie de jeter le livre par la fenêtre. Je sais, je suis passé par là et j'y suis encore. Pour le moment, je ne me suis préoccupé que d'une chose. La perception extérieure dont j'avais auparavant, en tant qu'homme du commun, une opinion tout à fait fausse, c'est-à-dire mon panneau rouge. Je me disais, ce panneau existe objectivement tel que je le perçois. Or, après tout ce raisonnement, je m'aperçois que ce panneau rouge disparaît en même temps que ma faculté de me le représenter, puisque en fait il n'est qu'une modification de mes états psychiques. Ai-je encore le droit de le prendre comme point de départ de mes considérations? Puis-je encore dire que ce panneau rouge agit sur mon âme, puisque je viens de vous le dire. Ce panneau rouge dont j'avais cru qu'il agissait sur moi et provoquait en moi sa représentation, je dois le considérer maintenant, lui aussi, comme une représentation. Aïe, 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 aïe. Et si je suis conséquent avec moi-même, et là c'est le gros problème pour Kant, je dois aussi dire que mes organes des sens et tous les phénomènes dont ils sont le siège, et tout ce qui se passe dans le cerveau, etc., etc., sont aussi des représentations. Je n'ai aucun droit de parler d'un œil réel, mais seulement de ma représentation de l'œil. Idem pour les processus nerveux et psychiques. Et donc, toutes les phases de mon acte de connaissance n'apparaissent plus que comme un tissu de représentation. Et ces représentations, de par leur nature de représentation, sont incapables d'agir les unes sur les autres. Je n'ai pas le droit de dire que ma représentation de l'objet agit sur ma représentation de l'œil, et que ce contact engendre ma représentation de la couleur. Tous les processus, en fait, ne me sont donnés que grâce à la perception. Et c'est par là que je m'aperçois de l'impossibilité de la théorie en question. En fait, l'idéaliste critique, sur le parcours, il est obligé d'emprunter des notions qui viennent du réalisme naïf. Il est obligé, s'il veut être conséquent avec lui-même, enfin pour aboutir à la fin de son raisonnement, de dire qu'il existe un œil réel, qu'il existe un cerveau réel,
etc., etc. Et ça, en principe, c'est pas possible pour lui. Le réaliste naïf dit les choses sont réelles. L'idéaliste critique dit les choses sont ma représentation. Et pour établir sa théorie, patatrin, il est obligé d'emprunter au réalisme naïf une partie de ses prémices, c'est-à-dire qu'il est obligé de parler d'un œil réel, d'un cerveau réel, alors qu'il veut nous démontrer que le monde n'est que ma représentation. Et que c'est très long aujourd'hui, mais je le répète, c'est un chapitre très important. Et en fait, c'est très très passionnant de refaire ces opérations mentales pour voir où se situe le véritable problème dans l'idéalisme critique. Si l'idéalisme critique avait raison, on serait enfermé dans nos représentations. C'est un défaitisme absolument extraordinaire. Il y a quelque chose d'extrêmement triste là-dedans. Ça semble brillant au début, mais en fait, il y a une énorme faille. Et je rappelle une de ces failles, enfin il y en a plusieurs, mais une de ces failles est celle-ci. Dans l'idéalisme critique qui prétend que le monde n'est qu'un tissu de représentation, sur le trajet, les ondes, l'œil, etc., on a toujours des représentations, mais à partir du moment où il arrive à l'organisme humain, il est obligé de dire non, ce ne sont pas des représentations, ce sont des choses réelles. Il se nie lui-même. Il a besoin d'un œil réel pour fonder sa théorie, d'un cerveau réel, et non pas d'une représentation du cerveau, non pas d'une représentation de l'œil. En fait, tout le système s'effondre comme un bâtiment. Là, Steiner en parle, si le premier étage est bancal, ben, tout le reste s'effondre. Et là, l'idéalisme critique est obligé d'emprunter à l'homme du commun des éléments de ces théories. Pour terminer, donc, quelques extraits de Steiner. La théorie qui a fait l'objet de ce chapitre s'appelle idéalisme critique, par opposition à la conception primitive de la conscience ordinaire, réalisme primitif. L'idéalisme critique, alors qu'il tend à prouver la valeur purement représentative des perceptions, admet sans critique au rang de réalité objective les perceptions qui ont trait à l'organisme même du sujet percepteur, et par-dessus tout cela, elle confond entièrement deux domaines d'observation radicalement distincts, entre lesquels on ne connaît aucun intermédiaire. L'idéalisme critique ne peut réfuter le réalisme primitif qu'en admettant lui-même, à la façon de ce réalisme primitif, l'objectivité réelle de l'organisme humain. Plus loin, de tout ceci résulte une certitude, c'est que l'idéalisme critique ne peut se démontrer par des recherches faites dans le domaine perceptible et que par conséquent, la perception ne saurait être dépouillée par ce moyen de son caractère objectif. L'idéalisme critique est absolument impropre à former notre opinion sur le rapport de la perception à la représentation. Il ne saurait entreprendre la solution du problème que nous avons posé, à savoir établir ce qui se produit dans une perception pendant que nous percevons et ce qui doit exister en elle auparavant. Il faut chercher cette solution par d'autres méthodes.
Donc maintenant, Steiner va nous parler de sa vision, de sa théorie de la connaissance, comment lui, il la considère. Puisqu'on a vu que les deux précédentes qu'on vient d'étudier ne tiennent pas debout, qu'elles ont des failles. Bien, j'ai faim, j'ai envie d'une tasse de café. Le cerveau doit bouillir des deux côtés de la planète. Je rappelle qu'il y a beaucoup de choses à dire sur tout ça. Retournez vers le texte. Je ne suis qu'une petite main qui vous aide à avancer. En fait, oui, j'aurais pu lire tout le texte. Ça aurait peut-être été moins long et moins chiant. Mais bon, j'espère que ça vous aura aidé quand même. Ne vous en faites pas si vous ne comprenez pas au début. Ça va vous sauter aux yeux à un moment donné. Prenez plaisir à jouer avec tous ces raisonnements. Retournez au texte. Attention, parfois dans une seule petite phrase, il y a des choses très importantes à découvrir. Je vous laisse, mes amis. J'ai vraiment besoin d'un café. Bonne journée. Je voudrais juste encore dire ceci. Ce qu'on aborde ici sont les théories de la connaissance. Et dans ce qu'on a étudié jusqu'à présent, je vais faire remarquer que, d'un côté, le monde est fait de percepts. C'est le côté du monde. Notre corps fait partie du monde. Les percepts, ce sont des objets tels qu'une banane, une table, une chaise, une voiture, mais un percept peut aussi être un rêve, une hallucination, etc., une action, un sentiment. Ça, c'est le monde des percepts. Ça, c'est un pan de notre observation. L'autre pan, c'est l'activité conceptuelle. S'il n'y avait que des percepts, on n'aurait que de la force, des champs de force qui viendraient à notre rencontre. Mais l'activité conceptuelle vient éclairer ces percepts en donnant naissance à l'intérieur de nous aux représentations. Nous avons des représentations qui sont toujours individuelles. Mais, contrairement à l'idéalisme critique qui dit qu'elles sont purement subjectives, dans ce que je viens de vous expliquer, vous devez sentir que la représentation naît d'un côté du contact avec le percept et de l'autre côté de l'activité conceptuelle. Donc elle ne peut pas être absolument subjective. D'un côté, le percept nous donne la force et de l'autre côté, l'activité conceptuelle nous apporte la forme. Et l'union des deux forme un acte connaissant qui se traduit à l'intérieur de nous en une représentation.